Le sujet de l'Inde est revenu. Reuters a rapporté qu'ils ont cessé d'acheter du pétrole russe, mais les temps économiques en Inde montrent qu'ils n'ont pas arrêté. À l'intérieur de la Russie, le mécontentement face à l'inflation, aux sanctions et à l'augmentation des droits de douane grandit. Les drones venant d'Ukraine n'apportent pas de joie non plus. Toute action de Donald Trump provoque immédiatement une réaction vive pratiquement partout dans le monde. Peut-être qu'il n'y en a pas en Afrique. Des questions se posent constamment sur le fait de savoir si les démocrates vont vraiment emprisonner quelqu'un. Le licenciement du directeur du Bureau des statistiques du travail des États-Unis est devenu une nouvelle. Encore une fois, c'est un phénomène mondial sur lequel nous allons nous pencher. Des centaines de milliers de clandestins quittent les États-Unis d'Amérique. À Los Angeles, par exemple, les salles d'urgence des hôpitaux se sont vidées. On a découvert environ 12 à 13 enfants qui avaient été amenés du Mexique et vendus pour travailler dans les champs de marijuana là-bas. Les gauchistes se sont dressés pour défendre les propriétaires de ces plantations. Cependant, l'Europe continue de lutter contre les Juifs. Avant, c'était l'Allemagne qui menait, mais maintenant, c'est la France qui commence à prendre la tête dans ce combat. Pratiquement chaque jour, on m'écrit en disant qu'ils vont juste parler et qu'il ne se passera rien d'autre. Donald Trump affirme qu'il prévoit de tous les mettre en prison, sans exception. Voici comment je le sais. Mais aujourd'hui, il déclare que tant que cela n'arrivera pas, rien ne changera. Il veut voir James Comey, John Brennan, Clapper, McCabe, Hillary Clinton, Barack Obama. Il dit que ces personnes doivent aller en prison. Le président des États-Unis a dit que lors de son précédent mandat, il n'a pas poursuivi Hillary et qu'il le regrette beaucoup. Il avait également récemment publié, une vidéo réalisée avec l'intelligence artificielle montrant Obama se faisant arrêter juste devant lui dans le bureau ovale. Et maintenant, il a élargi le cercle de ceux qu'il voudrait voir derrière les barreaux à tous ceux qui sont mentionnés dans les documents découverts par Tulsi Gabbard. Voici d'ailleurs l'avis des militants du mouvement Make America Great Again, selon l'un des principaux républicains de l'Utah. La quantité d'informations qui est arrivée au cours des dernières semaines, Tulsi Gabbard, directrice du renseignement national, sort et dit simplement que le niveau de corruption a atteint le sommet. Je suis totalement d'accord avec vous. Il doit y avoir des responsabilités. C'est ce qui a amené le président Trump au pouvoir, ce leader incroyable et charismatique qui se soucie des Américains ordinaires et veut ramener la responsabilité au sein du gouvernement, éliminer la créature du marais de l'establishment. J'en étais fier lorsque j'ai reçu son soutien lors de ma campagne pour le Sénat des États-Unis l'année dernière. Je suis fier de servir aujourd'hui dans son administration, à l'Agence pour les petites entreprises, et je m'efforce de supprimer toutes les réglementations. C'est exactement ça, nous avons besoin de responsabilité. Ces personnes doivent purger leur peine pour que CRI puisse simplement retrouver la confiance. Je suis sûr que vous avez vu beaucoup de données, de sondages récemment qui montrent simplement que la foi et la confiance dans les institutions ici en Amérique sont à leur niveau le plus bas. Steven, et je pense que c'est la raison parce que nous avons des règles pour vous, mais pas pour moi. Et ensuite, et même pire que cela, nous voyons la politisation et l'utilisation du ministère de la Justice et d'autres agences fédérales comme des armes contre, comme ils l'ont clairement fait, le président Trump. Oui, j'étais choqué. J'ai dit d'accord. Je pense qu'ils vont traîner Obama dans la boue. Je pense qu'ils vont l'humilier, essayer de ternir sa réputation présidentielle irréprochable. Je pense que tout cela arrivera, mais plus tard, selon David Schoen, l'un des principaux avocats américains. Il a déclaré cette semaine « Je ne sais pas si on peut accuser Obama de trahison, mais on peut certainement l'accuser de complot en vue d'une insurrection. » Surtout s'il a fait quoi que ce soit après avoir quitté ses fonctions, alors il pourrait être mis en accusation et poursuivi. Le peuple ne fait vraiment plus confiance aux organisations gouvernementales, ni au FBI, ni à la CIA. Mais est-ce qu'on leur a déjà fait confiance auparavant ? Si eux le disaient avant, c'était vrai. Aujourd'hui, s'ils le disent, c'est probablement faux.
Voilà, on ne fait pas confiance au Congrès. Le Congrès a une cote incroyablement basse. Et le Sénat aussi. Mais moi-même, aux fonctionnaires, aux politiciens, disons, en principe, on les appelle le marécage de Washington. Ils ont menti si longtemps et si souvent que, sans un grand changement dans la façon de gouverner le pays, la confiance envers eux ne reviendra pas. Et la première chose qui doit arriver, c'est que ceux qui ont commis un crime, qui que ce soit, devront être punis. Je ne sais pas, j'attendrai, je ne sais pas si nous l'attraperons vraiment, mais je crois qu'ils peuvent attraper John Brennan, James Clapper, James Comey, même Hillary Clinton. Il est temps d'ouvrir enfin une enquête que James Comey a refusé de mener lorsqu'il a essayé de truquer les élections contre Donald Trump. Je pense que ce serait utile pour les Américains de voir certains de ces visages derrière les barreaux. Vous savez, ils en parlent. Obama peut éviter cela grâce à l'immunité présidentielle, mais cette immunité présidentielle ne s'applique que lorsque vous agissez dans le cadre de vos fonctions de président. C'est vrai. Trahir son pays, tenter de renverser les élections, renverser le gouvernement, cela ne fait pas partie des fonctions du président, n'est-ce pas? Nous avons tous été indignés que Joe Biden, en tant que président, ait trahi son serment en permettant aux États-Unis d'Amérique d'être envahis par des immigrés illégaux. En quoi cela diffère-t-il de la façon dont Barack Obama a agi en conspirant avec les agences de renseignement américaines pour littéralement renverser un gouvernement qui avait été légitimement élu lors de véritables élections remportées par Donald? Son idée principale est la suivante. C'est une liste d'actes criminels. Ce sont des actes criminels. Et cela fait plus d'1 an que je dis que si nous ne faisons rien maintenant, si nous ne répondons pas par des accusations, si nous ne répondons pas par des grands jurys, si nous ne répondons pas par des poursuites judiciaires, ils recommenceront. Ils recommenceront la prochaine fois. Que ce soit J.D. Vance ou Tulsi, peu importe qui ce sera, peu importe qui se présentera à nouveau du côté républicain, tout cela se reproduira s'il n'y a pas de réponse. Et oui, j'en ai traversé pas mal. Cela confirme vraiment bon nombre des rapports qui existent, ce qui est très intéressant. Il y a certaines fissures qui semblent importantes et qui ressortent maintenant au premier plan. Les choses que nous avons vues dans le passé sont maintenant vraiment mises en lumière à cause de cette publication. Mais, Benny, quand tu mets tout cela ensemble, c'est une liste d'actes criminels. Nous n'avons pas encore de nomenclature appropriée pour cela, car de telles choses ne sont jamais arrivées dans l'histoire américaine. Mais vraiment, complot en vue d'une insurrection, je pense que c'est le seul nom qu'on puisse lui donner, parce que, regarde, les gens doivent se rappeler comment cela était censé fonctionner. Hillary Clinton devait remporter les élections. Il n'était pas prévu de soumettre cela à une quelconque vérification. Documents. Nous sommes restés. Nous les trouvons dans des sacs préparés pour être brûlés, entassés dans des sortes de locaux d'archives. C'est uniquement parce qu'ils étaient convaincus que les démocrates étaient intouchables, qu'ils allaient y gagner et qu'il n'y aurait pas du tout de Trump, que cela les a rendus imprudents. D'abord, on nous persuade que tout ce que propose Trump mène à la catastrophe. Et ce sont des scientifiques réputés, des spécialistes, des journalistes, des industriels qui le disent. Ainsi, nous passons à la perception de cela. Permettez-moi de résumer ce qu'ont dit le Wall Street Journal, le Washington Post et le New York Times en mars et maintenant. En mars, ils ont dit qu'à l'été, nous aurions une guerre commerciale, que les tarifs n'avaient jamais fonctionné, ne fonctionneraient jamais, et qu'ils allaient faire s'effondrer l'économie internationale. Ils ont dit que notre politique d'immigration nous priverait de travailleurs clés et que la politique d'immigration exceptionnelle de Donald Trump nuirait à l'économie. Ils ont dit que l'incertitude avait provoqué une chute presque record des indices Dow Jones et Standard & Poor's et que la situation n'allait donc que s'aggraver. Résultat, récession d'ici où? Autrement dit, tous les porte-voix de l'Amérique libérale prédisant avec autorité l'effondrement total de l'économie américaine, et avec elle celui de Donald Trump. En nous, ils admettent leurs erreurs et leurs grandes responsabilités, reconnaissant s'être trompés. Non, 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 ils disent... Eh bien, cet excédent de mai, c'est juste une exception. Et en réalité, ça n'arrive pas. Parce qu'en mai, il y a plus d'argent qui rentre.
quand la fin de l'année approche, de gros déficits commencent à apparaître. C'est-à-dire qu'ils ne reconnaissent pas qu'ils avaient tort sur pratiquement tous les points, mais qu'ils avaient raison. Et l'horreur arrivera forcément, mais à cause de différentes circonstances, elle ne s'est pas encore produite. Peut-être. Pourquoi ne pas dire mais? Ce n'est pas révélateur, mais cela ne s'est pas produit depuis 8 ans, n'est-ce pas? Ils ne l'ont pas dit, et quand ils ont regardé le produit intérieur brut, ils ont dit, eh bien 3%, mais c'est parce que Donald Trump a effrayé les importateurs et nous exportons plus, mais n'est-ce pas une bonne chose? En d'autres termes, il disait que votre produit intérieur brut est de 3% et c'est parce que vous avez tort. Les moyens d'atteindre un déficit commercial de 1 000 milliards de dollars, je pourrais continuer, mais vous comprenez que toutes les bonnes nouvelles viennent de ces grands médias. Et je dois dire d'ailleurs, c'est le Parti démocrate. Chuck Schumer a dit que les chiffres avaient été falsifiés, même si c'était des institutions impartiales. Et nous avions des représentants qui venaient et disaient qu'ils étaient faux parce qu'ils n'avaient pas de réponse à cela. Mais mon point de vue est que même le Wall Street Journal, le Washington Post ou surtout le New York Times essaient d'expliquer les bonnes nouvelles en disant que nous n'aurons vraiment plus jamais un mois comme mai en termes d'excédent et que le produit intérieur brut est simplement faussé à cause des tarifs. Le chômage va empirer parce que nous expulsons des gens et le taux d'inflation va grimper. Parce que tous ces pays vont augmenter leurs prix. S'ils augmentent leurs prix, ils perdront le marché américain. C'est Monsieur Wall Street Journal, le gourou de l'économie, la raison pour laquelle nous avons 2,7 qui a légèrement augmenté et n'a pas atteint ce que vous nous aviez dit. Parce qu'ils savent qu'il y a un chiffre magique qu'ils ne peuvent pas dépasser dans les prix. Sinon, vous n'achèterez pas de Mercedes, ou vous n'achèterez pas de Lexus, ou vous n'achèterez pas d'ordinateur importé si le prix devient trop élevé, et nous ne savons pas quelle est leur marge bénéficiaire. Mais, comme je l'ai dit une centaine de fois, elle était quelque part autour de 15, 20, 25% donc. Quand vous avez introduit un tarif de 15%, ils se sont fâchés. Ils se sont dit deux choses. Qui sont-ils? Les Chinois, les Japonais, les Sud-Coréens, les Européens. Ils ont dit deux choses. Oh mon Dieu, nous sommes là. Dans l'Union européenne, ils avaient des excédents commerciaux de 250 milliards de dollars. Donc, au moins, Trump n'a pas dit « Vous, les gars, devez nous rendre les 3 milliards de millions de dollars que nous vous avons pris, et nous les avons vraiment pris. » Et deuxièmement, nous allons nous plaindre et pleurer, mais en réalité, nous gagnons 20 à 25% sur ce vaste marché, qui représente une part importante de nos exportations. Et si nous devons payer 15%, nous dirons à tout le monde que cela déclenchera une guerre commerciale. Nous ferons faillite, mais nous continuerons à gagner de l'argent sans hausser nos tarifs. Je pense que Victor Hanson a expliqué la situation, mais j'ajouterais que le Parti démocrate est en train de perdre. Rien de ce qu'il disait ne se produit, le monde ne s'effondre pas, la population ne se soulève pas. Eh bien, contre les républicains, contre Trump, oui, c'est pourquoi ils font simplement peur de façon vague en disant que ce n'est pas maintenant, mais que ça arrivera forcément et que ce sera très grave. Et en même temps, ils essayent aussi de semer la pagaille. D'ailleurs, voici une histoire que tout le monde discute aujourd'hui. Trump a renvoyé le directeur du Bureau des statistiques du travail. Que disent les gauchistes? Donc la directrice a donné dans son rapport des chiffres qui n'ont pas plu à Trump et il l'a renvoyée parce qu'elle n'a pas voulu nous tromper. Eh bien, messieurs, tous les zombifiés réagissent immédiatement. On le savait, ce monstre Trump va nous ruiner. Eh bien, nous sommes ensemble, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas des chiens obéissant à un sifflet. Nous réfléchissons, ou du moins, nous le devrions. Alors réfléchissons. Qu'est-ce que c'est que cette organisation? Le Bureau des statistiques du travail, c'est-à-dire des statistiques de l'emploi, disons-le ainsi, oui, il collecte des informations sur les statistiques des travailleurs constamment en Amérique. Ces rapports servent d'indicateurs de la santé de l'économie américaine. Mais ces dernières années, en général, il se passe quelque chose d'étrange. Le bureau publie un rapport. Ensuite, après 2, 3, 4 semaines, et parfois plus rapidement, disons après un certain temps, il publie une révision. Alors pourquoi publier le premier rapport s'il faut ensuite publier une révision?
Donc, si là-bas, disons, ils se sont trompés de 0,5% ou même d'1,5%, eh bien, cela n'a aucune influence. Mais si c'est 20, 30, 50% d'erreurs, de corrections. Mais cela change fondamentalement la donne, et les personnes qui tirent des conclusions et agissent sur la base de cette coquille peuvent encore perdre beaucoup d'argent. Par exemple, ils investissent dans quelque chose, tu crois que tout va bien, tu investis, et boum. La population peut voter, par exemple, pour quelqu'un qui a apporté d'excellents résultats, et après le vote, il s'avère soudain que, disons que celui pour qui ils ont voté a en réalité ruiné l'économie, et non apporté d'excellents résultats. Par exemple, juste avant le vote en novembre de l'année dernière, un rapport a soudainement montré que sous Biden et sous Biden et Harris, il s'est passé quelque chose. De nombreux emplois ont été créés, comme sortis de nulle part, telles des apparitions émergeant du brouillard. Cela aurait dû beaucoup aider Kamala, n'est-ce pas, mais Dieu merci, ça ne l'a pas aidé. Parce que d'abord personne n'y a cru, et ensuite il y a eu encore tellement de bêtises et de bassesses qu'elle a commises. Voilà. Et puis, discrètement, une précision est arrivée, littéralement 1 semaine ou 2 plus tard, quand les élections étaient déjà terminées, la précision est arrivée. Ou bien maintenant, la Réserve fédérale devait décider s'il devait baisser le taux. Cela signifie qu'il faut payer moins pour l'hypothèque, moins pour les crédits, les prêts, emprunter à de meilleures conditions, ce qui dynamise beaucoup l'économie. Pour ainsi dire, oui, cela donne de l'énergie à l'économie. Si l'embauche de nouveaux travailleurs a été très, intense au cours du dernier mois, alors oui. Alors il ne faut pas stimuler l'économie, parce que cela peut entraîner de l'inflation. Et l'économie de Trump a maintenant besoin que ce taux baisse. Donc juste avant la réunion de la Réserve fédérale, où ils doivent, pour ainsi dire, prendre une décision, des statistiques très élevées sortent. Donc la Réserve ne baisse pas les taux d'intérêt. Et le lendemain, une précision sort. Ah, de nouvelles données sont arrivées, nous nous sommes un peu trompés. Bon, d'environ 50%. Vous pensez que c'était une coïncidence ? Les 2 fois, Donald Trump a bien fait, bien sûr, de virer ce salaud. Il aurait dû la virer encore plus tôt, il n'en a juste pas eu le temps. Réfléchissons encore plus profondément. D'ailleurs, aux États-Unis, le nombre d'emplois créés, bien qu'il ait augmenté de manière significative, reste inférieur aux attentes. Cela a provoqué une sorte de bombe, une explosion. Comment est-ce possible ? L'économie semblait croître, tout s'améliorait apparemment. Mais il s'avère qu'en réalité, nous découvrons soudain, si nous étudions, si nous nous y intéressons. Si nous ne nous y intéressons pas, nous n'apprenons rien. Qu'à partir de mars de cette année, 1,7 million de personnes, comme ils l'écrivent, nées en dehors des États-Unis, ont quitté leur emploi. Eh bien, Lee, des sans-papiers, voilà. Et où sont-ils partis ? Ils sont partis là-bas, pris de panique. Une partie d'entre eux est déjà partie. Alors, mais pourquoi ? Pendant ce même temps, 1,2 million de citoyens américains ont trouvé un emploi. Selon moi, c'est exactement ce que nous essayons d'obtenir. Pour que les travailleurs illégaux quittent leur emploi, libèrent des postes et que les Américains prennent ces emplois. Le produit intérieur brut a grimpé à un niveau record de 3%, bien au-dessus des prévisions. Et la preuve que l'économie américaine croît 2 fois plus vite que l'économie sous Biden. Que la Réserve fédérale a ensuite utilisé comme preuve pour expliquer pourquoi elle ne peut pas baisser les taux, comme ils l'ont dit. Ils ont dit que l'économie est trop résiliente, qu'elle croît trop vite. Eh bien, cet optimisme s'est avéré très erroné. Le lendemain, un jour après que la Federal Reserve annonce que les taux resteront inchangés, qu'ils ne vont pas baisser les taux, que se passe-t-il ? Le ministère du Travail publie ce rapport stupéfiant sur l'emploi, montrant que seulement 73 000 emplois ont été créés le mois dernier en juillet, ce qui est bien en dessous de l'estimation de 104 000, et ce n'était même pas le point culminant.
Ils ont également mis à jour les données sur le nombre d'emplois pour mai et juin, les révisant considérablement à la baisse de 258 000 emplois, moins que ce qui avait été annoncé précédemment, affirmant qu'il n'y avait pratiquement pas eu de croissance de l'emploi en mai et en juin. Voici ce que montrent ces révisions. C'est très important. C'est la plus grande révision des données sur l'emploi que nous ayons vue ces dernières années. Cela signifie qu'il y a 2 mois, ils nous ont montré des chiffres. Et maintenant, tout à coup, ils disent « Amando, oh, nous avons découvert que ce n'était pas le cas. » Travaillez, les gars, vous savez faire ça. Il faut savoir compter les chiffres. Vous êtes des statisticiens, des mathématiciens du bureau des statistiques. Lisez les chiffres. On ne vous demande pas de décharger des wagons, n'est-ce pas? Ou peut-être que ce que le parti dit, c'est ce que nous faisons. Lorsque vous regardez au-delà des chiffres principaux et que vous examinez comment ou pourquoi ces chiffres ont été révisés à la baisse, la raison devient tellement claire, tellement évidente. Le Bureau des statistiques du travail dit que seulement 73 000 emplois ont été créés le mois dernier. Eh bien, combien d'Américains ont trouvé un emploi le mois dernier? 383 000. Oui, le nombre total d'Américains qui ont rejoint la population active, qui ont trouvé un nouvel emploi, a atteint un chiffre record stupéfiant de 383 000. Je vais expliquer. Le bureau calcule la différence. Il y avait 100 employés, maintenant il y en a 110, donc 10 emplois ont été créés. Et à l'intérieur du rapport, il y a quelque chose de caché dont RJ va nous parler maintenant. Alors, comment est-il possible que seulement 73 000 emplois aient été créés alors que 467 000 travailleurs immigrés étrangers stupéfiants ont perdu leur emploi? Permettez-moi de le répéter. Le mois dernier, en juillet, près d'un demi-million de travailleurs d'origine étrangère ont quitté la population active, ont perdu leur emploi. Voilà pourquoi l'administration Trump doit combattre cela dans les médias. Le rapport sur l'emploi de jeudi était une conséquence directe de l'épuration des immigrés illégaux de notre marché du travail, ce que Trump avait promis de faire, et cela se voit dans les données du dernier rapport sur l'emploi. C'est ce qui se passe. Si vous êtes un partisan de Trump, c'est une bonne chose. Pas dans un sens cruel ou quelque chose comme ça, je parle sérieusement. La plupart de ces travailleurs étrangers qui viennent de perdre leur emploi travaillent dans le secteur de la construction. Ce sont des emplois dans la construction pour des ouvriers, qui sont bien payés et qui s'ouvrent maintenant aux Américains. 383 000 Américains viennent de remplacer 467 000 travailleurs clandestins dans la main-d'œuvre. C'est ça l'essentiel. Donc, si on n'analyse pas, on a l'impression qu'il se passe quelque chose d'horrible, n'est-ce pas? Cauchemar en a perdu, pas assez gagné. Que faire? L'horreur. Mais si on y réfléchit, les clandestins ont perdu leur emploi et sont rentrés chez eux, et les Américains ont pris leur place. Les Américains qui touchaient des allocations. Des soins médicaux gratuits à nos frais, des aides sociales payées par ceux qui travaillent. Et maintenant, ils ne vont plus puiser dans la caisse commune, mais en travaillant eux-mêmes, ils vont la remplir, ce qui est bon pour l'Amérique. C'est précisément ce que Donald Trump voulait. Mais il y a encore une autre conséquence très intéressante liée aux clandestins qui fuient Haas. Mon ami proche a récemment passé 7 heures aux urgences à l'hôpital. Il a dû attendre parce que l'endroit était bondé de personnes ne parlant pas anglais. Écoutez ce qui se passe en ce moment. Nous avons vu cela au Colorado et partout dans le pays. Pendant des semaines, nous l'avons vu au Colorado, dans l'Illinois, à Chicago, à Los Angeles. C'est une lutte fondamentale, les amis, pour les deux camps. Nous savons pourquoi les démocrates se battent si ardemment pour cela. Prenons par exemple Los Angeles, ils risquent de perdre 1/3 de leur population, 1/3 des habitants sont ici illégalement. Le nombre d'habitants influence beaucoup de choses, y compris la répartition des sièges au Congrès. C'est une affaire sérieuse. Et pourquoi les démocrates sont-ils probablement paniqués parce que la politique d'immigration de Trump fonctionne? Ces juridictions observent un exode sérieux d'autodéportation. Hier, cette annonce de service public est devenue virale, venant d'une infirmière des urgences à Los Angeles. Regardez ce qu'elle a dit, affirmant qu'à cause des descentes de l'Immigration and Customs Enforcement et de tous les clandestins qui ont récemment quitté la ville, les hôpitaux de Los Angeles sont pratiquement vides. Vides. Regardez.
Je viens de terminer mon service de 12 heures dans l'un des services d'urgence les plus calmes du comté de Los Angeles. Et, les gars, notre salle d'attente est tout simplement vide. Au maximum, nous avons environ 4 patients par heure. Et même si une journée calme peut plaire à un professionnel de santé, c'est en réalité assez effrayant. De nombreux patients ont peur de demander de l'aide médicale en ce moment. C'est une situation vraiment triste. Dans quelles circonstances sommes-nous actuellement? Et cela me fait tout simplement peur à cause des conséquences. Parce que beaucoup de patients vont retarder leur demande de soins médicaux et reviendront 10 fois plus mal en point. Nos hôpitaux doivent être des lieux sûrs et nous sommes là pour protéger nos patients et prendre soin d'eux, peu importe qui ils sont, où ils se trouvent et d'où ils viennent. Ainsi, dans les hôpitaux, le temps d'attente a diminué et les Américains ont désormais du temps avec les médecins et les infirmières. Deuxièmement, dans les écoles, les classes ont été réduites. Troisièmement, quatrièmement. Mais il y a quelque chose que je voudrais dire à cette infirmière, qui malheureusement ne m'entendra pas, mais peut-être que d'autres l'entendront. C'est très louable que tu traites ceux qui ont payé leur assurance comme cela. Il est entré illégalement dans le pays et s'est rendu directement à l'hôpital, de la même manière. Tu es un professionnel, quelqu'un vient te voir pour se faire soigner, tu le soignes. Mais il y a un problème, tu t'occupes des clandestins à mes frais. Ton temps est payé, les médecins sont payés, l'électricité est payée, les médicaments sont payés, les équipements sont payés par quelqu'un. Qui est-ce? Et ça, c'est moi qui paie pour ça, ma chère. Alors à chaque fois qu'un clandestin viendra, je ne te paierai plus pour ton temps. Sois gentil à tes frais, sois gentil à tes frais, sinon tu es gentil mais tu me fais payer. En quoi consiste ton héroïsme? Dans le fait que tu as dit « Peu importe, on me paye pour lui ou pour un autre, je vais quand même les accepter, parce qu'on me paye pour l'un comme pour l'autre. » Ou bien tu étais tellement gentille que tu as dit ça. Léon paiera autant d'argent qu'il faudra parce qu'il ne saura jamais rien, et nous lui soutirerons un peu plus d'argent parce que ce sont des clandestins qui sont venus. Ha ha, ha ha. La prochaine fois que quelqu'un viendra chez toi et que je ne l'ai pas payé, demande-moi d'abord si je suis d'accord pour payer pour lui ou non. Et si je dis non, alors toutes les dépenses pour ses soins et son traitement, c'est toi qui les paieras. Et tous ceux qui offrent joyeusement mon argent aux clandestins. Si tu fais ça, alors tu auras le droit d'ouvrir la bouche, si tu paies slupé pour lui toi-même. C'est un peu comme nos infos locales californiennes, mais elles sont stupéfiantes. Quand les démocrates ont enfin permis à des programmeurs non idéologiques de vérifier les listes électorales en Californie, ils ont trouvé non pas 10 000 ni 100 000, mais 3,1 millions de noms qui n'avaient pas le droit de voter. C'est-à-dire des personnes en trop. Au total, on a découvert 21,3 millions de ces âmes mortes dans tous les États-Unis. C'est remarquable. En Californie, il y avait 22 millions d'électeurs inscrits dans le registre, dont 15% étaient fictifs. Aux États-Unis, sur 153 millions d'électeurs enregistrés, c'est le même 15%. Soit ils n'ont pas été supprimés et sont restés là, soit ils sont faux, c'est-à-dire qu'ils ont été ajoutés là-bas. Inscrits, soit Laissés exprès et non retirés, et ainsi de suite. Bien sûr, nous ne savons pas si ces âmes mortes ont été utilisées lors des derniers scrutins ou non, mais les analystes affirment qu'il est possible, pour ainsi dire, que la Californie devienne plus conservatrice. Après ce nettoyage, c'est-à-dire, autrement dit, on pense que les âmes mortes votaient pour les démocrates. Il n'est pas très clair pourquoi Emmanuel Macron devait annoncer maintenant que les Jordaniens de la rive gauche ont droit à leur propre État et que cet État devrait se situer sur le territoire de la Judée et de la Samarie. Rédacteur, c'est-à-dire sur le territoire d'Israël? Il n'est pas non plus clair qui va financer cet État. Il ne peut pas exister de manière autonome et comment la sécurité d'Israël sera-t-elle assurée? Sachant qu'à chaque fois que le Hamas, le PILO et d'autres organisations terroristes reçoivent de l'argent et de la liberté, ils préparent donc l'assassinat des Juifs, au lieu de préparer une vie meilleure pour leur peuple, pour leurs concitoyens.
Des moyens absolument incroyables ont été dépensés pour des installations souterraines, créées dans le seul but de tuer le plus de juifs possible. Et le monde savait, d'autres encore fournissaient des moyens pour atteindre cet objectif important. Les Égyptiens n'ont pas réussi, Rome n'a pas réussi, les Perses n'ont pas achevé, les Allemands ont échoué en cours de route. Et maintenant, les islamistes, principalement les Arabes, ont levé l'étendard de l'effort pour l'effacement venimeux de la tribu juive de la surface de la terre. Ils sont aidés par 147 pays et 193 membres de l'Organisation des Nations Unies. Et maintenant, la France, le Canada, le Royaume-Uni, le Portugal ont déclaré leur volonté de reconnaître l'État palestinien lors de la session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies en septembre 2024, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à recommencer à financer la préparation à l'anéantissement de ces 6 millions. Des Juifs, car À l'anéantissement donc de ceux qui sont revenus dans leur patrie après environ 2000 ans d'exil. C'est le seul cas où un groupe de personnes, unifiées par des liens ethniques et religieux, ne se désintègre pas après 3 ou 4 générations de dispersion. C'est la première fois dans l'histoire qu'un peuple revient sur sa terre après que le dernier expulsé en soit mort depuis longtemps. Certains appellent cela un miracle, d'autres disent que le simple fait de la survie des Juifs est un miracle. On appelle miracle le fait que tous les rouleaux de la Torah à travers le monde, après des milliers d'années de réécriture, ils correspondent jusqu'au moindre signe les uns aux autres et à celui que les archéologues trouvent aujourd'hui sur le territoire d'Israël. Oui, donc c'est un miracle. D'ailleurs, le fait que 0,02% de la population mondiale ait donné 40% des lauréats du prix Nobel en sciences, et que tout pays ayant expulsé les Juifs perd sa puissance et sa richesse. Il se passe quelque chose d'étrange avec ces Juifs, ce qui, pour une raison quelconque, provoque une haine féroce, illogique, inexplicable, mais une haine chez les imbéciles, et peu importe qu'ils soient instruits, imbéciles, même titrés ou non. Il faudrait prévenir Emmanuel Macron que les derniers Juifs quittent déjà la France, que signifie « les portes s'ouvrent ». Et elle, on la voit déjà sur le seuil. Ce sont des hordes d'islamistes de plusieurs millions, déjà des hordes, qui transforment l'Europe en une auge brisée. C'est dommage pour la vieille Europe, mais en même temps, non, ce n'est pas dommage. Le vieux monde est magnifique pour le tourisme. Mais il a fait son temps, et comme toujours, il est envahi par les barbares, comme cela s'est toujours produit au cours des 6000 ans de notre histoire humaine. Dans le Nouveau Monde, il faut d'urgence séparer les provinces viables des impuissants européanisés. Disons, je parle du Canada, et ce qui est viable devrait être rattaché aux États-Unis d'Amérique. Alors peut-être que les autres provinces et États canadiens se réveilleront du choc, bien qu'il soit peut-être déjà trop tard pour eux. Et les États-Unis doivent, mesdames et messieurs, se mettre en état d'alerte. La seconde moitié du XXIe siècle promet malheureusement d'être très intéressante. Mais je pense que nous n'avons pas besoin d'en rajouter. Les États-Unis tiendront bon, les États-Unis résisteront, les États-Unis. C'est ce qui commence une toute nouvelle vie, une toute nouvelle civilisation, je dirais même, sur la planète Terre.